Le 22 avril 2026, Donald Trump annonce que la marine américaine contrôle totalement le détroit d'Ormuz. 3 jours plus tard, Bloomberg révèle que plus de 35 navires iraniens ont traversé ce même détroit sans qu'un seul bâtiment américain n'intervienne. Et entre ces deux dates, Trump limoge son propre secrétaire à la marine. Ce n'est pas un récit de fiction, c'est la réalité d'une superpuissance qui perd le contrôle de son propre blocus. Pour comprendre ce qui se joue en ce moment dans le détroit d'Ormuz, il faut revenir au 28 février 2026. Ce jour-là, la guerre éclate entre les États-Unis et l'Iran. Dès le 4 mars, le corps des gardiens de la révolution islamique annonce qu'il prend le contrôle du détroit d'Ormuz, impose un système d'autorisation préalable au passage des navires et instaure des droits de transit. Certaines cargaisons sont payées en yuan chinois. Des navires en provenance de Chine, d'Inde, d'Égypte, du Pakistan et de Corée du Sud sont autorisés à passer. En clair, l'Iran transforme le détroit en un péage souverain sous le nez de la première marine du monde. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En mars 2026, les exportations iraniennes de pétrole atteignent 1,8 million de barils par jour. En avril, 1,7 million. Sur la période du 15 mars au 14 avril, environ 55 millions de barils ont été exportés à un prix oscillant entre 90 et 100 dollars le baril. Cela représente près de 5 milliards de dollars de revenus pour Téhéran en un seul mois, une hausse de 40% par rapport à l'avant-guerre, principalement due à la flambée des cours. L'Iran ne subit pas le blocus, l'Iran profite de la guerre. Le 13 avril, Washington tente de reprendre la main. Le commandement central américain annonce avoir forcé 31 navires liés à l'Iran à changer de cap. Des saisies de pétroliers sont signalées dans différentes zones. Le point culminant de cette confrontation, c'est l'interception du navire Tosca. Mais la réalité stratégique est plus nuancée que les communiqués de victoire, car ce qui se passe réellement dans le détroit, c'est un système de double contrôle. L'Iran régule la sortie des navires depuis le Golfe, les États-Unis régulent l'entrée depuis la mer d'Oman. Résultat, les navires ont besoin de l'accord des deux parties pour transiter. Le détroit est en état de paralysie partielle et aucun des deux camps ne peut prétendre à une domination complète. Quand Donald Trump publie sur les réseaux sociaux que pas un seul navire ne peut entrer ou sortir sans l'accord de la marine américaine et qu'il affirme que 159 bâtiments de guerre iraniens reposent au fond de la mer, il fait ce qu'il sait faire de mieux, construire un récit, mais le récit se heurte aux faits. Bloomberg documente le passage de plus de 35 navires iraniens en un seul épisode, sans interception. Les analystes de CNN notent dès le lendemain que Trump a épuisé et consumé la valeur même de la menace américaine. Quand on menace 10 fois sans frapper, la 11e menace ne vaut plus rien. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve Washington aujourd'hui. Le limogeage de John Phelan, secrétaire à la marine, le confirme de manière spectaculaire. Officiellement, le Pentagone invoque des mois de tension entre Phelan et le secrétaire à la défense, Pete Hegseth. Le Wall Street Journal rapporte que Hegseth reprochait à Phelan de communiquer directement avec Trump, court-circuitant la chaîne de commandement. CNN ajoute que Hegseth estimait que Phelan traînait les pieds sur les réformes de construction navale. Mais au-delà des querelles bureaucratiques, la réalité est plus grave. Au moment de ce limogeage, plus de 21 navires de guerre américains opèrent au Moyen-Orient, avec 7 autres en route, soit 28 bâtiments engagés dans le blocus d'un des corridors maritimes les plus stratégiques de la planète, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Virer le patron de la marine en pleine opération de blocus, c'est un signal désastreux. Soit le blocus échoue et on sacrifie un responsable, soit il y a une fracture interne au sein du commandement militaire américain. Certains soutiennent l'opération, d'autres non. Soit, et c'est l'hypothèse la plus inquiétante, l'administration Trump est tout simplement dysfonctionnelle au point de fragiliser ses propres opérations en cours. Ce qui rend cette situation explosive, c'est qu'elle ne concerne pas que Washington et Téhéran. La Chine est dans l'équation, des navires payent déjà en yuan pour traverser Ormuz, l'Inde passe, la Corée du Sud passe. L'Iran est en train de démontrer en temps réel qu'un blocus américain peut être contourné avec la complicité passive ou active de la moitié de la planète. Et chaque jour où ce blocus s'avère poreux, c'est la crédibilité de la projection de puissance américaine dans le Golfe qui s'érode un peu plus.
Mais le front le plus dangereux pour Washington n'est peut-être pas dans le golfe Persique, il est à Washington même. Depuis le début de cette guerre, pas une semaine ne passe sans qu'un haut gradé soit limogé ou poussé vers la sortie. Le limogeage du secrétaire à la marine n'est que le dernier épisode d'une purge qui fragilise la cohésion du commandement militaire américain à un moment où celle-ci est vitale. La sénatrice Elizabeth Warren a résumé la situation avec une clarté brutale devant les caméras. Nous devons arrêter Trump. Si nous avions un Sénat et une Chambre qui exerçaient leurs responsabilités constitutionnelles, car seul le Congrès peut déclarer la guerre, le sénateur Zane Warren a été encore plus direct. Trump s'est peint dans un coin et ne trouve pas la sortie. Pas de cessez-le-feu, pas de blocus effectif, pas de guerre déclarée. Toutes les options étaient ouvertes avant, aucune ne l'est maintenant. Et puis, il y a l'affaire des codes nucléaires. Newsweek rapporte que Trump aurait tenté d'obtenir les codes nucléaires auprès du chef d'état-major qui aurait refusé. L'arsenal nucléaire américain nécessite 3 codes distincts, celui du président, celui du vice-président et celui du chef d'état-major pour être activé. Que cette information soit une fuite calculée pour intimider l'Iran ou le reflet d'une réalité terrifiante au sommet de l'État américain, le signal envoyé au monde est le même. L'Amérique n'est pas en ordre de bataille, elle est en désordre de commandement. On ne conduit pas un blocus maritime dans le détroit le plus stratégique du monde avec une chaîne de commandement fracturée, un secrétaire à la marine limogé en pleine opération et un président qui annonce sur les réseaux sociaux des victoires que les faits démentent en temps réel. Ce qui se joue dans le détroit d'Ormuz dépasse largement la confrontation américano-iranienne. C'est un test grandeur nature de l'ordre mondial post-américain. Si l'Iran réussit à maintenir ses exportations pétrolières, à percevoir des droits de passage et à démontrer que le blocus américain est une fiction stratégique, alors c'est toute l'architecture de sécurité maritime construite par Washington depuis 1945 qui est remise en question. Pour les pays du Golfe, bien, la situation est existentielle. Les Émirats arabes unis ont déjà demandé à Washington un mécanisme de swap de devises pour faire face à une crise de liquidité. Trump lui-même l'a confirmé publiquement, reconnaissant que les Émirats avaient été touchés par plus de 1400 missiles. L'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, tous naviguent entre la peur d'une escalade et l'impossibilité de rester neutre. Pendant ce temps, une constellation de voix médiatiques liées aux Émirats pousse à l'escalade, réclame la reprise des bombardements, dénonce toute idée de trêve. Ces faucons médiatiques, éditorialistes, consultants, influenceurs veulent la guerre jusqu'au bout, quitte à ce que le Golfe tout entier en paie le prix. Ils appellent au soutien inconditionnel d'Israël, à l'alignement total des pays arabes sur Washington et à la destruction de l'Iran. Hier, ils réclamaient des frappes. Aujourd'hui, après le cessez-le-feu, les mêmes affirment que c'est leur dirigeant qui a obtenu l'arrêt des hostilités. L'incohérence est totale, mais elle est révélatrice. Dans cette guerre, la bataille narrative est aussi importante que la bataille navale. Pour l'Iran, le cessez-le-feu annoncé par Trump, sans conditions claires, sans calendrier, sans mécanisme de vérification, ressemble à une victoire tactique. Téhéran publie une liste de 10 conditions, dont certaines sont stupéfiantes, retrait américain de certaines bases dans la région et arrêt des opérations militaires israéliennes sur tous les fronts, y compris le Liban. Que ces conditions soient acceptées ou non est presque secondaire, le fait même qu'elles soient posées, noir sur blanc, par un pays qui vient de subir des frappes massives, dit tout sur le rapport de force réel. Les médias israéliens eux-mêmes parlent d'humiliation. Le correspondant de la chaîne 14, pourtant proche de Netanyahou, a déclaré sans détour « Trump nous a lâchés ». Ce que révèle le détroit d'Ormuz en avril 2026, ce n'est pas la faiblesse de l'Iran, c'est la fracture de la machine américaine, un blocus qui ne bloque pas, un commandement qui se dévore de l'intérieur, un président qui confond les réseaux sociaux avec un centre de commandement. La question n'est plus de savoir si l'Iran peut résister, la question est de savoir combien de temps Washington peut maintenir l'illusion qu'elle contrôle encore les règles du jeu. C'est exactement pour décrypter ces moments, quand le récit officiel s'effondre et que la réalité géopolitique reprend ses droits, que cette chaîne existe. Voix interdite, c'est l'analyse que personne ne vous sert ailleurs, sans filtre et sans sponsor. Si ce travail a du sens pour vous, abonnez-vous et activez la cloche, pas pour nous, pour ne pas apprendre demain ce que vous auriez dû comprendre aujourd'hui.